Chers téléspectateurs de la première et unique chaîne de la communauté haïtienne de France, H-Live, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une édition spéciale de Cap vers l'avenir. Mon nom, c'est Edouard Franklin, JDEMS. Dans quelques instants, je reçois pour vous, sur notre plateau, un jeune écrivain haïtien qui a osé de braver le silence en évoquant les vraies causes de pauvreté de notre cher pays Haïti. Monsieur Edzer Villers, Émile, il nous énumère point par point dans son livre « Haïti a choisi d'être un pays pauvre, les 20 raisons ». Alors, pour parler de tout ça, je vais vous présenter dans pas longtemps Monsieur Edzer Émile. Et également sur le plateau, je vous parlerai de Monsieur Altema, qui est de passage également dans notre communauté pour participer dans une conférence à qui également je dis bonsoir. Alors, je commence par saluer Monsieur Émile. Bonsoir, Monsieur Émile. Bonsoir. J'apprécie l'invitation, je suis très content et j'espère qu'on va partager un petit temps ensemble avec les téléspectateurs et téléspectatrices. Encore une fois, merci pour l'invitation. C'est votre première arrivée en France ou vous êtes déjà venu? Oui, je suis déjà venu. Ouais. Alors moi, je vous souhaite déjà la bienvenue au nom de toute la communauté haïtienne de France et également de H-Live. Je reçois aussi M. Altema. Bonsoir, M. Altema. Bonsoir, et c'est un plaisir d'être avec vous. Et je suis là pour répondre à vos questions. Donc, je salue toute la communauté haïtienne qui nous regarde ce soir. Dans quelques instants, je vous présenterai à la communauté et également à mes téléspectateurs. Je parlerai de cette conférence que vous venez donc de participer dans quelques instants avec nos téléspectateurs. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par recevoir notre écrivain. Déjà, le thème de notre débat ce soir concerne le livre que vous avez écrit. Il s'agit donc de ce bouquin qui s'appelle « Haïti a choisi de devenir un pays pauvre ». Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, parlez-moi un petit peu de vous, qui est donc Monsieur Edzer S. Émile. Alors, parlez-nous un petit peu pour vous présenter mieux aux téléspectateurs. Bon, je suis économiste. Également, j'ai un master en finance et je donne des cours à l'université. Et je travaille comme consultant également pour plusieurs institutions privées, publiques et même internationales. Et également, je contribue dans des journaux et même à la radio en Haïti. Donc voilà un petit peu de tout ce qu'on fait. Académique, un peu de médias. D'accord. Vous avez fait votre école classique au Gonaïve? Non. Dans le sud. Dans le sud, c'est-à-dire la ville d'Ekaï. Au CAI et Jérémy, principalement. Ouais. Vous êtes d'Ekaï ou de Jérémy? Je suis d'Ekaï, mais des fois, je dis les deux. Je suis quand même d'une origine particulière. Et donc, j'ai vécu une partie de mon enfance à la fois dans les Nippes, à la fois dans la Gaudence, à la fois dans le sud et aussi dans l'ouest. Donc, je suis à peu près à cheval sur 4 départements. C'est pour ça que quand vous voyez ma biographie, je ne mets jamais la ville d'origine, vu que je ne veux pas faire des jaloux, vu que j'ai vécu dans 4 départements en même temps. Et par la suite, j'ai fait des études de licence en Haïti et après, j'ai été un boursier du gouvernement de Taïwan. Donc, j'ai fait des études de maîtrise à Taïwan. Alors, vous me dites déjà que vous êtes déjà venu à Paris. Dans quel cadre? Là, on était venu et en fait, participer à un séminaire à Bruxelles et on est resté pendant quelques jours ici vu que c'était de Paris étant qu'on devrait se rendre en Belgique, donc c'est voilà. Mais c'était pas pour trop longtemps et donc cette fois-ci je vais rester un peu plus et avoir la chance de rencontrer beaucoup plus de monde mais aussi visiter beaucoup plus d'endroits. Très bien. Alors merci d'avoir fait cette très belle présentation aux téléspectateurs. Alors justement, pour commencer, ma première question au sujet de ce livre, un grand livre pour moi, que vous avez écrit, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Alors, ma question serait de savoir, est-ce que, en évoquant des mots aussi crus, un thème aussi cru, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait vous prendre à partie, puisque la politique du pays serait de présenter Haïti sous une autre forme, mais vous brisez le silence, vous présentez le pays d'une autre manière.
Alors, ne pensez-vous pas qu'on pourrait vous prendre à partie? En fait, je sais que le titre est très provocateur. Il y a des gens qui parlent même d'un titre, c'est pas moi, insultant. Ils disent tout ce que vous pensez. Hein. Mais en même temps, je crois que c'était important et nécessaire d'interpeller les gens sur une réalité qui est bien réelle. Donc, de ce fait, et j'avais quand même suffisamment de courage pour le dire, mais en même temps, ce n'est pas un ouvrage dégradant d'Haïti. Pas du tout. Je n'ai pas fait l'éloge de la pauvreté, je n'ai pas même à présenter, à décrire la pauvreté pour parler des problèmes, pas du tout. Le livre s'intéresse surtout aux choix que nous avons faits et qui ont alimenté la situation difficile dont nous sommes aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas nécessairement la pauvreté qui est décrite ou encore qui est mise en valeur ou je ne sais pas, mais ce sont les choix, les actions, les comportements des gens qui n'ont pas aidé vers le progrès. En ce sens, j'ai fait une affirmation un petit peu, je sais qu'il y a des gens qui ne le tolèrent pas, mais il fallait quand même le dire. Pour moi, c'est une façon d'interpeller nos Haïtiens, nos élites, et pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc, en gros, si le livre devrait avoir un objectif premier, ça doit être sensibiliser les gens ou encore faire un appel à la responsabilisation. Donc, on est tous d'accord qu'Haïti est vraiment un pays pauvre. Oui, mais je n'insiste même pas sur ça, mais j'insiste sur le fait qu'on l'est devenu par rapport à des actions, à des comportements qu'on devrait avoir, qu'on n'a pas eu, encore qu'on a eu. En quelque sorte, l'emphase est mise sur les comportements et non sur l'état de la pauvreté d'Haïti. Donc c'est ça la nuance. C'est pour ça que j'ai dit que l'ouvrage n'est pas du tout dégradant, n'est pas pessimiste, n'est pas défaitiste, mais c'est un ouvrage qui ouvre une porte vers l'avenir pour dire en même temps, si on fait le bilan, voilà ce qu'on a fait et qui a donné tel résultat, et voilà comment on peut le faire autrement pour avoir d'autres résultats dans les 30 prochaines années. Alors, sincèrement, en lisant votre ouvrage, je veux bien vous féliciter puisque je vois que vous avez fait un travail magnifique, moi je dirais même scientifique, d'avoir évoqué en termes très clairs les graves problèmes du pays. Mais vous énumérez quand même 20 points, hein, pour vous, selon vous, 20 causes qui ont causé le déclin du pays. En fait, on n'aura pas le temps de parler de tous les 20 causes ce soir. Mais j'ai quand même noté quelques-uns que nous allons en débattre tout au long de cette émission ce soir. Juste avant de continuer avec vous, je veux bien maintenant parler un petit peu avec monsieur Jean-Marie Altema, qui est donc également de passage dans le pays. Monsieur Jean-Marie, bonsoir à nouveau. Bonsoir, Didier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes informaticien et ingénieur également, hein, informaticien. Vous êtes aussi le coordonnateur adjoint à la Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle. Alors, parlez-nous de tout ça, monsieur Altema. Et comme vous avez dit, je suis ingénieur, informaticien. J'ai été directeur général du Conseil national des télécommunications et maintenant je joue un rôle particulier au sein de la Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui est une commission présidentielle créée par arrêté du président. Donc, alors, cette commission, donc, pour aller droit au but, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait? Écoutez, le président de la République a choisi de créer cette commission parce qu'il veut adresser les problèmes de la jeunesse haïtienne. Et la commission est là pour discuter avec les différents secteurs et aussi faire des propositions au président de la République. Donc, c'est l'idée de, si vous voulez, d'adresser les problèmes de la jeunesse et aussi de développer des politiques publiques pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Parce que vous le savez tous, Haïti vit un problème, je pourrais dire, catastrophique. Et il y a des jeunes qui sont en Haïti et qui laissent le pays pour aller ailleurs. Donc, la commission n'est pas là réellement pour, je pourrais dire, exécuter un ensemble de tâches, mais travailler avec les différents acteurs pour adresser la question qui a rapport avec l'insertion des jeunes. Nous allons bientôt en revenir avec vous et pour abondir un peu plus sur ce sujet, l'histoire des jeunes qui
qui laissent le pays pour aller ailleurs. Mais en même temps, il y a un travail qui a été fait dans ce livre de M. Hetzer. Je pense que le travail que vous faites, M. Jean-Marie Altema, peut se marier avec ce livre qui a choisi de mettre en exergue les causes premières de la pauvreté d'Haïti. Donc je pense que nous allons en revenir tout à l'heure avec vous, et ensemble, et également avec M. Hetzer Émile. Alors, je reviens vers vous, M. Émile, puisque le premier point que vous avez évoqué m'a beaucoup attiré l'attention. Vous avez évoqué un problème de structure productive de l'économie. Qu'est-ce que c'est en réalité? En fait, ça c'est la... Je fais une nuance pour dire que ce n'est pas en réalité... Je ne parle pas de 20 causes de la pauvreté haïtienne, mais c'est 20 éléments qui m'autorisent à dire que ces élites-là, ces Haïtiens ont choisi de devenir un pays. Vous pensez qu'il y en aurait plus, qu'il peut en avoir plus de problèmes? Bien possible, parce que c'est une question de conception, de perception. Et on est en sciences sociales. Moi, je pense que c'est 20. Quelqu'un d'autre pourrait penser que c'est 25 ou encore regrouper pour mettre c'est 10. Ça, il n'y a pas de débat. Écoute, c'est un détail, ça. Mais l'idée pour moi, c'est que je voulais ventiler le plus que possible pour permettre une meilleure lecture. Parce que la première chose, c'est que je voulais que le livre soit accessible à tous. Donc, même quand vous n'êtes pas du domaine de la finance, de l'économie ou intellectuel, je ne sais pas, vous pouvez avoir accès à l'ouvrage et le comprendre. Et c'est pour ça que j'ai utilisé un langage extrêmement clair, simple et très à la portée. Alors, vous dites bien, excusez-moi, vous dites bien dans le premier point que vous évoquez, le problème, c'est que c'est un problème de production nationale. Oui, alors, oui, vas-y. Alors, comment pouvez-nous expliquer ce problème de production nationale qui est à la base de la grande pauvreté du pays? Exact. En fait, en économie, on dit en général, c'est la production, c'est la transformation de biens, de services qui crée des valeurs ajoutées. Valeur ajoutée veut dire richesse. Mais quand on regarde la structure de l'économie haïtienne, on voit que c'est l'activité d'achat et de revente qui domine. C'est ce qu'on appelle l'activité commerciale. Et ça devient de plus en plus fort chaque jour. Presque 80% des entreprises, c'est ce qu'elles font. Ils achètent et revendent. Ils achètent où? Principalement de l'étranger. D'accord. Donc, quand vous achetez des biens, vous les revendez, dans cette opération, il n'y a pas de création de valeur ajoutée. On a le même bien qu'on passe de main en main et chaque personne fait un gain, fait une rente sur cette opération. Donc, au final, on ne crée pas de la richesse en faisant uniquement cette opération d'acheter et de revendre. Maintenant, c'est ça la structure. Donc, j'ai dit que si on garde encore cette structure, on n'essaie pas de favoriser le secteur de production et de transformation pour qu'il soit devenu beaucoup plus important dans le tissu économique, on va avoir des difficultés en termes de création de richesse. Et ça ne nous surprend pas quand on voit presque chaque année, on a des taux de croissance du PIB extrêmement rachitiques qui ne dépassent pas 1,5%. Donc, cela veut dire quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on pourrait éviter que ça soit aussi difficile dans ce cadre-là? Il y a deux éléments, il y a deux leviers. C'est le financement des activités et aussi le système fiscal. Le système fiscal ne favorise pas les gens qui produisent et qui transforment. Ils sont tous traités de la même manière. Si vous vendez, vous achetez, vous vendez, vous produisez, vous êtes pratiquement traité de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on appelle cette discrimination en faveur des gens qui produisent des biens pour les encourager, les inciter à le faire. Donc le système fiscal alimente un peu. Ça rend beaucoup plus facile pour les gens d'acheter des biens, de les revendre, que d'en produire. Mais deuxièmement, le financement, le crédit aussi, préfère ces gens-là qui achètent, qui revendent, parce que c'est plus facile pour remettre l'argent après, on achète en République dominicaine, et puis une semaine après, on vend, on ramène l'argent. Mais si on dit on va construire une industrie, ça va prendre 1 an pour s'établir, ça va prendre 1 an et demi pour essayer. Donc à ce moment-là, ces gens qui vous donnent de l'argent n'ont pas cette patience et cette garantie que vous allez réussir et donner de l'argent autour. Donc de ce fait, on a tout un système de financement, de fiscalité, d'accompagnement qui n'aide pas ces gens-là qui veulent produire et transformer, et ça réduit l'économie en une économie, ce que
l'auteur de la préface appelle l'économie de comptoir. Monsieur Fritz Jean, qui a préfacé mon ouvrage, l'économie de comptoir. Mais l'économie de comptoir ne crée pas de richesse, ne crée pas de valeur ajoutée. Donc, c'est-à-dire, si je comprends bien... Donc pour moi, choisir pauvreté, c'est choisir de ne pas casser ce système de rente, encore une fois, qui ne crée pas de richesse. Donc et parallèlement, c'est ce que la j'allais vous population demander. augmente. En fait, c'est un problème d'être rentier. C'est pas un problème, mais une économie qui est totalement assise ou encore axée sur la rente, qui ne produit pas de la valeur ajoutée à partir de la transformation et de la production, n'est pas nécessairement sur une pente durable. Mais on a des rentiers partout. Non, il y en a. La dans- question, c'est quel est le poids de ces activités dans la configuration générale. Et c'est ça la question. Mais en Haïti, on a cette impression que ce type Tout le monde veut être d'activité rentier. qui n'est pas productif en réalité, qui n'augmente pas la valeur des biens, parce que quand vous avez du blé, vous transformez en farine, vous avez de la richesse qui est produite à partir du blé. Vous avez un sac de blé, vous utilisez pour faire de la farine. Vous avez de la farine, vous transformez en pain, en pâtisserie. C'est ce qu'on appelle création de richesse, et on a l'impression que le bien qui a été acheté est devenu 10 fois en termes de valeur, après avoir été transformé. Et c'est de ça qu'on parle. Mais quand vous avez ce livre, vous l'achetez entre mes mains, vous le revendez à M. Altema, le livre reste le livre sans aucune augmentation de valeur ajoutée. Voilà, vous suivez H-Live, l'émission c'est Cap vers l'avenir présentée par votre serviteur. J'ai deux invités spéciaux ce soir qui nous accompagnent durant toute la soirée. Alors, Monsieur Émile, on n'aura pas le temps d'évoquer tous les 20 points que vous parlez, que vous discutez dans votre ouvrage. J'ai choisi de mettre un peu l'accent sur la quatrième raison. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il s'agit bien du système de l'EDH, un problème majeur en Haïti, le problème de l'électricité. Mais vous dites, semble-t-il, que vous accusez cette institution? J'accuse pas cette institution, j'accuse les autorités. Parce que l'institution, l'EDH, c'est une direction générale, mais plus haut que l'EDH, il y a un ministère. Plus haut que le ministère, il y a un gouvernement. Qu'est-ce que je veux dire par ce chapitre? Quand on fait des recherches, il y a deux choses. Un, les dépenses qu'on a effectuées, les stratégies qu'on avait mises en place, toute la politique qu'on a quand même montée autour de l'électricité en Haïti n'a pas donné de résultat. Quand on regarde les graphes, j'ai des graphes de mon ouvrage. Oui, tout à fait. Quand on regarde les 30 dernières années, on avait des pays qui avaient à peu près le même niveau en termes d'accès à l'électricité qu'Haïti, au niveau de la zone. Maintenant, après 30 ans, ils sont tous très proches du plafond. On est toujours au même niveau, en dessous des 30% en termes d'accès. Mais vous faites une belle comparaison